Le président de la République reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs de pays, amis et frères. Le Premier ministre effectue une visite d'inspection et de prise de contact dans certains ministères. La Mauritanie admise au conseil d'administration d'Arabsat. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a reçu ce matin au palais présidentiel les lettres de créance de leur Excellence Moussa Abdel Nabi El Trabelsi, son Excellence Sabri El Shabani, son Excellence Li Baïdjon et son Excellence Mohamed Kassim Assad El Assad en leur qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plein de pouvoir pour chacun de la Libye, de la Tunisie, de la Chine et de la Palestine en Mauritanie. Bokar Baylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu au palais présidentiel les lettres de créance accréditant son Excellence M. Moussa Abdel Nabi Tarabulsi en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Libye auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi que l'ambassadeur directeur des affaires du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Après la remise des lettres de créance, le président de la République a accordé aux diplomates libyens une audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate libyen a fait une déclaration à la presse dans laquelle il se dit honoré par l'audience que lui a accordée le président de la République, à qui il a remis les lettres de créance l'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Libye auprès de la Mauritanie. Il a précisé que tout au long de son séjour dans son deuxième pays, la Mauritanie, il œuvrera pour le développement et le renforcement des relations historiques unissant les deux pays. Le diplomate libyen a assuré que la Libye accorde tout le respect et la considération à la Mauritanie, avec laquelle elle partage plusieurs facteurs dont l'islam, l'authenticité, la langue arabe et toutes les nobles qualités qui caractérisent leurs deux peuples frères. L'ambassadeur libyen a enfin affirmé que ces facteurs renforceront les relations privilégiées et apporteront tous les avantages aux deux peuples frères. Le président de la République a également reçu au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence M. Sabri Shaban, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et de l'ambassadeur directeur des affaires du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Puis le président de la République a accordé une audience aux diplomates tunisiens et c'était en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur tunisien a fait une déclaration à la presse dans laquelle il se dit honoré de présenter ses lettres de créance au président de la République en sa qualité d'ambassadeur de la République tunisienne auprès de notre pays et les salutations du président tunisien Kais Saïed, les sentiments d'affection et ses vœux de bonne santé, de bonheur, de stabilité, progrès et prospérité pour le peuple frère mauritanien. Le diplomate tunisien a fait part au président de la République de sa volonté d'œuvrer au renforcement des liens de fraternité qui unissent les deux pays,
soulignant la force des liens historiques de fraternité liant les deux peuples. Il a également exprimé au président de la République sa détermination à ne ménager aucun effort pour profiter de toutes les occasions disponibles pour élever ses relations au plus haut niveau et ouvrir des horizons plus larges pour un partenariat et une coopération fructueux. Enfin, il a transmis au président de la République le désir du président de la Tunisie de le voir participer aux événements internationaux que son pays abritera dans les prochains mois, notamment le sommet de la francophonie en novembre 2021 et la 8e session de la conférence internationale de Tokyo-Tunis 2022. Autre lettre de créance reçue par le président de la République, c'est celle de son Excellence, M. Li Baijian, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et de l'ambassadrice directrice des Affaires asiatiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le président de la République a ensuite accordé une audience aux diplomates chinois en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate chinois a fait une déclaration à la presse dans laquelle il s'est dit honoré d'être nommé ambassadeur en République islamique de Mauritanie. Il a précisé que cela constitue une grande responsabilité et qu'il fera de son mieux avec son équipe en parallèle avec le gouvernement mauritanien pour faire progresser les relations de coopération et parvenir à de meilleurs résultats pour les deux pays. Le diplomate chinois a indiqué que les deux pays nouent des relations traditionnelles stables et saines, souhaitant que ces relations connaissent davantage de progrès et de promotion sous la direction du dirigeant des deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a également reçu au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence, M. Mohamed Qassem Assad Al-Assad, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de Palestine auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et de l'ambassadeur directeur des affaires du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le président de la République a ensuite accordé une audience aux diplomates palestiniens en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate palestinien a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a indiqué avoir transmis les salutations du président Abou Mazen à son frère, le président de la République, lui souhaitant bonne santé et bien-être et au peuple mauritanien davantage de progrès et de prospérité. L'ambassadeur palestinien a remercié à cette occasion le président de la République pour la position de principe et le soutien de la Mauritanie à la lutte du peuple palestinien pour la réalisation de ses aspirations légitimes au retour à l'autodétermination de son destin et à la construction d'un État palestinien indépendant dont la capitale est Al-Quds al-Sharif. L'ambassadeur palestinien a enfin félicité les deux Oummas arabes et islamiques ainsi que le peuple mauritanien à l'occasion de l'imminence du mois béni de Ramadan. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu également ce matin au palais présidentiel les lettres de créance de leur Excellence, M. Colin Wells, M. Gabriel Rosenfrig, M. Claudio Javier, M. Angiani Crimar et Bernardo Luis da Carvalho en tant qu'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Royaume-Uni, du Mexique, de l'Argentine, de l'Inde et du Portugal. Et nous restons avec Bokar Bey là-bas. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence, M. Colin Wells, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni en Mauritanie.
La cérémonie de présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur britannique s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et du directeur des affaires américaines au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le président de la République a ensuite accordé une audience à l'ambassadeur britannique en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate britannique a fait une déclaration à la presse. Je viens de présenter mes lettres de créance au président de la République en mon qualité de l'ambassadeur de Sa Majesté britannique auprès de la Mauritanie. Lors de l'entretien avec Son Excellence, le président de la République, nous avons échangé sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales avec l'ambition de diversifier la coopération entre les deux pays. J'ai aussi évoqué le sommet mondial du climat qui se tiendra à la fin de l'année au Royaume-Uni et j'espère bénéficier de l'entrée et de l'appui de la part de Son Excellence le Président de la République pour lutter ensemble contre le changement climatique. C'est important pour moi de dire aussi, et ce sera un plaisir, de représenter mon pays en Mauritanie. Le président de la République a également reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Gabriel Rosenweig Pichardo en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis du Mexique auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et du directeur des Amériques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Puis le président de la République a accordé une audience au diplomate mexicain en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur mexicain a fait une déclaration à la presse. J'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance comme ambassadeur des États-Unis du Mexique en Mauritanie. Et j'ai eu une conversation très cordiale avec le président. Et nous avons parlé de l'intérêt des deux pays de serrer les liens entre la Mauritanie et le Mexique. Nous avons identifié avec le ministre des Affaires étrangères plusieurs domaines où un échange des expériences entre le Mexique et la Mauritanie pourrait être de grand intérêt et pourrait bénéficier les deux pays. Et d'une façon particulière, je voudrais dire que j'ai appris que la Mauritanie vient d'établir une académie diplomatique. Là, le Mexique a une académie diplomatique et nous espérons qu'il y aura un échange et une coopération entre les deux académies diplomatiques. Autre lettre de créance présentée au président de la République, ce sont celles de son Excellence M. Claudio Javier Rosenweig en sa qualité d'ambassadeur de la République de l'Argentine auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et du directeur des Amériques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Puis le président de la République a accordé une audience au diplomate argentin en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. Et à sa sortie d'audience, le diplomate argentin a fait une déclaration à la presse. Je viens de présenter les lettres de créance à Monsieur le Président de la Mauritanie et Monsieur Al-Ghazouani. C'était un honneur pour moi et pour le relancement des relations entre les deux pays et l'approfondissement
des relations entre les deux pays, surtout dans le domaine de la coopération. Comme vous savez, l'Argentine, c'est un pays très important du point de vue agricole et on pense approfondir les relations soit dans la question des céréales, soit dans la question de l'élevage, soit dans la question de machinerie agricole. Et on a discuté aussi des autres possibilités d'approfondir les relations du point de vue politique multilatéral, sur la question de la dette, que c'est très important. Et comme vous savez, la Mauritanie et l'Argentine, on a des positions proches. Et c'est la première entretien. Je pense qu'on aura des autres entretiens pour commencer et continuer notre travail. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence M. Anjani Kunar, en sa qualité d'ambassadeur de la République de l'Inde auprès de notre pays. La cérémonie de remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur indien s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et de la directrice des Affaires asiatiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Après la remise des lettres de créance, le président de la République a accordé une audience aux diplomates indiens en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Ould-Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate indien a fait une déclaration à la presse dans laquelle il s'est dit très heureux de remettre ses lettres de créance au président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, et de lui affirmer l'attachement de l'Inde au renforcement du partenariat avec la Mauritanie. Il a indiqué que l'Inde a décidé l'ouverture d'une ambassade dans les prochains mois, ce qui renforcera davantage la coopération bilatérale. L'ambassadeur indien a annoncé qu'un don de 69 600 vaccins anti-Covid-19 fabriqués en Inde arriveront à Nouakchott vers le 14 avril courant. Il a également exprimé au président de la République le soutien à sa vision par rapport à la coopération de la Mauritanie avec l'Alliance solaire internationale, surtout que la Mauritanie possède d'énormes potentialités dans le domaine. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a également reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Bernard de Luis de Carvalho Fletcher, en sa qualité d'ambassadeur de la République du Portugal auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur par intérim des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Puis le président de la République a accordé une audience au diplomate portugais en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Ould-Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate portugais a fait une déclaration à la presse. Je me réjouis beaucoup de cette occasion de pouvoir présenter mes lettres de créance à son Excellence le Président de la République. Le Portugal et la Mauritanie sont deux pays amis. Nous sommes ensemble dans plusieurs cadres internationaux. Nous sommes ensemble dans le cadre du dialogue 5+5. Nous faisons partie de la coalition pour le Sahel. Nous avons des relations économiques assez fortes. Nous avons plusieurs entreprises portugaises qui travaillent ici en Mauritanie. Donc pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir présenter mes lettres et de pouvoir contribuer à développer ces relations amicales qui existent entre nos deux pays. Je vous le disais en titre, le Premier ministre a donné ses instructions sur la nécessité de respecter les horaires de travail et de faciliter les procédures des administrations publiques afin de les rapprocher aux administrés. C'était au cours d'une visite de terrain effectuée ce matin au ministère de l'Équipement et des Transports et dans le département
de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire dans le cadre du suivi et de l'évaluation du travail du gouvernement en application aux instructions du président de la République, Melike Nekli. Le ministère de l'Équipement et des Transports a été la première étape de la visite d'inspection et de prise de contact effectuée aujourd'hui par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, au département ministériel. Au cours de la visite, le Premier ministre a tenu une réunion avec des responsables et des cadres du département. Cette réunion aurait été l'occasion d'insister sur un certain nombre d'instructions afin d'améliorer les services, dont la nécessité de rapprocher les prestations des citoyens, d'effectuer les différentes tâches en toute transparence et de répondre aux doléances des populations en temps opportun, et ceci conformément aux instructions données au cours du Conseil des ministres. À l'issue de la réunion, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a précisé que la réunion présidée par le Premier ministre s'inscrit dans le cadre d'un programme de visite devant couvrir plusieurs départements ministériels et visant à donner des directives au staff des ministères en vue de parvenir à une meilleure performance des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur mission. Il a indiqué que le Premier ministre a mis l'accent sur les principes qui doivent, suivant la vision du président de la République, guider l'action de l'administration pour servir davantage les populations, ce qui représente la finalité de sa mission. M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid a ajouté que le Premier ministre a exhorté les cadres et responsables à faire prévaloir l'esprit d'équipe et la transparence loin des considérations personnelles. Il a invité les staffs administratifs du département à accélérer le rythme de la mise en œuvre des projets afin que le citoyen puisse en tirer parti dans les meilleurs délais possibles. Le ministre a affirmé que le Premier ministre a clôturé son intervention au cours de la réunion en déterminant des indicateurs au travers desquels on pourrait mesurer les résultats obtenus et les évaluer. Au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a tenu une réunion avec des responsables et des cadres de ce département à qui il a demandé de faire en sorte que le citoyen soit l'objet de respect et d'attention particulière et qu'il reçoive les prestations requises conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Il a souligné à cet égard les nouvelles directives contenues dans le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, validé par le peuple mauritanien. M. Mohamed Ould Bilal a exhorté l'assistance à respecter les lois et ses textes d'application, à faire preuve de discipline, de ponctualité et à séparer ce qui relève du patrimoine public de ce qui relève du privé, à travailler dans un esprit d'équipe et à exploiter les moyens technologiques modernes afin de réaliser les objectifs indispensables pour parvenir à une administration avancée. À son tour, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Khadijatou Cheikh Bouka, a fait un exposé sur l'action de son secteur, notant qu'il a œuvré à l'élaboration d'une stratégie nationale d'urbanisme, de création de villes productives et de parachèvement de la restructuration des quartiers à habitat précaire, en plus du lancement d'un programme spécial dans le domaine des bâtiments. Dans ce contexte, elle a confirmé la réception de 60 établissements publics comprenant des écoles, des cliniques et des bâtiments administratifs, dont le bâtiment du Conseil constitutionnel. La ministre a affirmé que la visite du Premier ministre a pour objectif de s'enquérir de l'avancement de la mise en œuvre par le département du programme restant de l'année dont il a la charge, notant que le Premier ministre a exhorté les responsables concernés à accélérer les travaux dans l'intérêt des citoyens. À Nouadhibou, le chef de file de l'opposition démocratique, M. Ibrahim Ould Bekkay, a visité certains services au niveau de la capitale économique ce matin. Au cours de sa tournée, le chef de file de l'opposition s'est rendu à la mairie de la ville, à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Visite au cours duquel Ibrahim Ould Bekkay s'est entretenu séparément avec le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ali Ould Mohamed, le wali adjoint de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Ould Mustafa, et le maire adjoint de la ville, M. Aïda Ould Mohamed Saleh. Ces réunions avaient pour objet de donner des explications détaillées sur la nature des services rendus par ces structures aux citoyens.
Ici à Nouakchott, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme de l'éducation a supervisé la cérémonie d'hommage organisée par la Fédération nationale des associations de parents d'élèves à l'occasion de leur participation à l'élection dans les organes constituantes internationales Assemblée des parents d'élèves. Notre pays a remporté le poste de secrétaire général de l'Assemblée constituante internationale dans les élections se sont déroulées fin mars dernier dans la capitale sénégalaise Dakar. Et c'est un compte rendu d'Abdoulaye Damaba. Cette rencontre se tient en l'honneur de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves à la suite de l'élection de cette structure au poste de secrétaire général de l'association internationale constituante des parents d'élèves. Cette élection, qui s'est tenue le mois dernier à Dakar, constitue une consécration du travail de cette association. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et la réforme, Mohamed Melani Ould-Aïeux, a salué le travail abattu par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves au sein des établissements à l'échelle nationale. Ce qui, dit-il, est marqué par un dynamisme du cadre scolaire. Il a en outre mis en avant le rôle important joué durant l'apparition de la pandémie du Covid-19. Ce qui, conclut-il, a été sanctionné par cette élection au sein de cette instance. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Ahmed Ould-Saghir, a précisé que cette élection au poste de secrétaire général au niveau de cette organisation constitue une motivation pour stimuler les parents d'élèves à œuvrer davantage pour la réalisation de l'objectif du gouvernement visant à mettre en place une école républicaine. Ce matin, au siège du ministère de la Santé, un comité technique conjoint a été formé entre le ministère et l'Union nationale des employeurs de Mauritanie pour suivre les décisions liées à la qualité des médicaments et leur disponibilisation à des prix abordables. Emine Khalil. La réunion vise à conjuguer les efforts du ministère de la Santé, du patronat mauritanien et des importateurs des médicaments dans le pays, afin de régulariser le secteur de l'importation des médicaments, d'en assurer l'approvisionnement continu, d'éviter la rupture des stocks, tout en préservant la qualité et les prix des médicaments. La réunion a été l'occasion de faire une synthèse des problèmes dont souffre le secteur et les obstacles rencontrés à ce sujet. Des obstacles que le ministère compte éliminer en collaboration avec le secteur privé. Ainsi, une commission réunissant les deux parties a été créée. Objectif: appliquer les recommandations résultant de cette réunion et assurer le suivi et l'exécution de ces différentes étapes. Le président du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn Al-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a affirmé que le ministère de la Santé a été informé des problèmes du secteur et de la volonté du secteur privé d'apporter toute la contribution nécessaire. À cet effet, une commission de 6 personnes a été créée, 3 représentants du ministère de la Santé et 3 représentants des distributeurs. Cette commission étudiera les mécanismes permettant la mise à disposition des médicaments au moment opportun et avec des prix convenables. Le ministère de la Santé assurera un rôle de supervision et de suivi, tandis que les distributeurs assureront l'approvisionnement du marché dans le cadre d'un vrai partenariat entre le ministère de la Santé et le secteur privé. Une nouvelle vision, une nouvelle approche basée sur le partenariat et la complémentarité afin d'arrêter l'anarchie constatée dans le marché des médicaments et d'organiser le domaine dans le cadre d'une stratégie gouvernementale visant la réforme du secteur de la santé. Activité ministérielle toujours avec le ministre du Développement rural qui a supervisé aujourd'hui le lancement du projet de gestion durable des ressources naturelles d'approvisionnement communal et d'organisation des producteurs ruraux. Ce projet vise à l'amélioration des conditions de vie de la population cible dans les wilayas de l'intérieur. Et c'est un reportage de Mohamed Khattat. Le ministre du Développement rural, M. Di Ould-Zeyn, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de lancement officiel du projet de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de structuration des producteurs ruraux, le progrès. Il s'agit d'une nouvelle composante du PASC 2, cofinancé par le gouvernement mauritanien et le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA. L'occasion pour le ministre, M. Di Ould-Zeyn, d'affirmer que le projet de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de structuration des producteurs ruraux jouera un rôle important dans les wilayas,
des deux Aude, de la Saba, du Gorgol, du Guidimaka et du Brakna dans l'amélioration des revenus et conditions de vie des populations cibles par la construction d'un tissu économique et social basé sur la valorisation des ressources naturelles qui soit durable et inclusif de ménages ruraux, en particulier des femmes et des jeunes. Cela dira le ministre grâce à la restauration des sols, la mobilisation et la gestion des eaux de surface, le développement de systèmes de production dans l'agriculture, l'élevage et la valorisation des ressources naturelles, mais également le soutien pour s'adapter au changement climatique. L'État, dit-il, a mobilisé avec le Fonds international pour le développement agricole FIDA et le Fonds vert pour le climat, GEF, et le Fonds de l'OPEC, des financements atteignant 50 millions de dollars américains, soit plus de 18 milliards d'anciens ouguiya pour une période de 6 ans. Les bailleurs de fonds internationaux ont intervenu par visioconférence pour souligner l'importance du projet qui contribue à améliorer les moyens d'existence des ruraux pauvres. Il est vrai que le projet vise à renforcer la décentralisation en équipant les communes et soutenir les producteurs ruraux par la gestion durable des ressources naturelles. Notre pays, représenté par le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmedoum Hamid, a participé aujourd'hui par visioconférence à la rencontre africaine sur les infrastructures organisée par l'institution e-conférence et sous l'égide d'un groupe de partenaires au développement de l'Afrique. Ces objectifs portent sur les effets de la Covid-19 sur les infrastructures de transport, les défis rencontrés dans le domaine et les voies et moyens permettant d'accélérer les développements. Mohamed Khatta toujours. L'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les infrastructures de transport, les défis rencontrés dans le domaine et les voies et moyens d'accélérer le développement des infrastructures de transport en se demandant quel modèle de développement post-Covid-19, tels étaient les sujets abordés lors du Forum africain des infrastructures organisé aujourd'hui par visioconférence et qui regroupe outre notre pays le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique, le Maroc, la Tunisie et la République de Centrafrique. L'occasion pour le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ahmedoum Hamid, d'indiquer que la Mauritanie a, à l'instar de tous les pays du monde, été impactée par la Covid-19 dans ses politiques de développement des infrastructures de transport, malgré les grands efforts qui ont été entrepris pour atténuer l'impact de la pandémie. Nous avons quand même, à travers l'intérêt que portent les hautes autorités de la République au développement des infrastructures qui permet évidemment qui a un impact positif sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc c'est cette importance et cet intérêt que portent les autorités publiques au développement des infrastructures a permis d'atténuer l'impact négatif de la crise, ce qui nous a permis évidemment d'achever durant cette année de pandémie, la majorité, je dirais 99% de nos projets d'infrastructures routières. Comme vous le savez, la Covid, la gestion de la Covid a été accompagnée par des restrictions de déplacement, des couvre-feux qui commencent à partir parfois de 18h, de 16h, ce qui a un impact évident sur le déroulement des activités sur les chantiers, parce que des chantiers qui sont très loin, qui se trouvent dans des contrées très éloignées, pour des équipes qui doivent se rendre du chantier vers leur lieu de résidence, ça impacte. En plus, la limitation de la présence des personnes, des attroupements, des rassemblements, cela a réduit évidemment la présence des équipes sur le terrain et cela a eu un impact sur le déroulement de nos projets d'infrastructure. Mais toute la souplesse et toute la facilité a été accordée malgré les restrictions pour que les chantiers ne s'arrêtent pas
et pour que l'infrastructure et les projets se développent. Et je peux vous dire que durant cette première année de la pandémie, on a pu, Dieu merci, on a pu achever la totalité de nos projets d'infrastructure. La rencontre, qui a vu la participation de 35 pays africains, est organisée par l'institution e-conférence sous l'égide d'un groupe de partenaires au développement de l'Afrique, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le groupe SSATP, Saharian African Transport Policy Programme, et des fonds français. L'Organisation arabe des communications par satellite arabe SAT a accepté notre pays comme membre de son conseil d'administration lors de la 44e session de l'Assemblée générale de la Fondation qui s'est déroulée aujourd'hui. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, représentant notre pays, a participé à cette session depuis Nouakchott en compagnie du directeur général de la télédiffusion de Mauritanie, TDM, Abdoulaye Damaba. La 44e session ordinaire du conseil d'administration de l'Organisation de communication arabe-SAT s'est tenue ainsi. Les différents pays membres de cette organisation ont pris part à ces sessions qui s'est tenue par vidéoconférence. En raison de la Covid-19, ces réunions du conseil d'administration s'est déroulée à distance. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lemra Baroul Bonahi, a participé à ces travaux. Durant son intervention, il a fait part de l'appui qui est apporté par ces structures à notre pays. Au cours de cette session, les participants ont discuté du rapport d'activité du conseil d'administration. Ils ont approuvé le rapport financier qui a été présenté en plus des nouveaux projets qui ont été exposés durant cette 44e session. Dans la wilaya de l'Assaba, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a supervisé à Kifa le lancement de la seconde phase du projet de valorisation des emplois et autres moyens de subsistance respectueux de l'environnement. Une vingtaine de villages des wilayas de l'Assaba et du Guidimaha bénéficient de ce projet qui vient en appui à leur capacité à faire face aux effets négatifs de la pandémie de la Covid-19. Mohamed Khattat. Après une première étape de l'exécution du programme Promouvoir des emplois et d'autres moyens de subsistance respectueux de l'environnement, qui a profité à des milliers de citoyens de l'Assaba et du Guidimaha, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Sid Ahmed, a procédé ce matin à partir de Kifa au lancement de la seconde phase de ce projet financé par l'État mauritanien, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds du Danemark à hauteur de 1 500 000 $ américains dans le cadre des efforts visant à atténuer les effets néfastes socio-économiques de la pandémie du coronavirus sur les populations rurales. Le projet bénéficiera à 2000 jeunes dans 20 localités des wilayas de l'Assaba et du Guidimaha et est axé principalement sur les femmes. Pour le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Sid Ahmed, ce projet rentre dans le cadre d'un programme spécial d'intervention dans les zones rurales les plus vulnérables, notamment Williamsjeu et Barkewol, et touchera 20 localités et 70% des bénéficiaires de ce projet seront des femmes. De son côté, le représentant résident du PNUD, M. Anthony Ngorano Rana, s'est appesanti sur l'importance du projet qui profitera à plusieurs familles qui seront formées, encadrées et appuyées. La question du genre permettant l'autonomisation des jeunes filles. À son tour, le maire de Kifa, M. Jamal Oul-Kabout, a loué ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, dit-il. Au cours de cet atelier, une présentation du projet a été faite par le coordinateur des projets de l'emploi, revenant sur ses réalisations dans la zone depuis déjà 8 mois, avant que le ministre et sa délégation ne visitent des stands d'exposition de produits locaux réalisés par des femmes membres des regroupements locaux. Des membres du gouvernement ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres. Il s'agit de M. Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, de Mohamed Nezirou Hamed, ministre de la Santé, et de Mme Mariam Bekay, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Yed Alifal.
Prenant la parole, le porte-parole du gouvernement, a indiqué que le Conseil a examiné et a adopté plusieurs projets de décrets de communication, dont 2 relatifs au secteur de la santé et de l'environnement. La première communication a trait à la réforme, à la régulation et au renforcement de l'approvisionnement du pays en médicaments, et l'autre concerne la révision de la contribution nationale au titre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Au sujet de la communication qu'il a présentée au Conseil des ministres, le ministre de la Santé est revenu sur les mesures à prendre dans le cadre du processus de réforme du secteur pharmaceutique démarré en octobre 2019. Le plan opérationnel qui a été proposé repose sur 4 axes principaux. Le premier concerne l'amélioration du cadre juridique institutionnel de la CAMEC. Le second a trait à l'aspect organisationnel pour prévenir et surmonter les pénuries, tandis que le troisième vise à réduire le manque de capacité du secteur en termes de stockage et de transport sécurisé des médicaments. Et le dernier axe se focalise sur la gestion des médicaments ainsi que sur le renforcement de l'inspection. Le ministre a indiqué que la réponse la plus adéquate face à la vente de faux médicaments est l'application de la loi dans toute sa rigueur. Il a d'ailleurs expliqué qu'un train de mesures a été adopté pour réglementer le secteur pharmaceutique pour contrôler les prix, la source d'approvisionnement et sanctionner toute entrave. La ministre de l'Environnement est revenue sur la communication relative à la révision de la contribution de la Mauritanie pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Elle a expliqué que le changement climatique est un défi mondial qui impacte sur le développement socio-économique et les conditions de vie des populations de façon générale. Selon la ministre, le rapport 2020 de l'Organisation météorologique mondiale indique qu'à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre, on constate un réchauffement et une réduction d'oxygène. À cela s'ajoute une acidification des océans qui impacte les écosystèmes marins. Ce dernier point, souligne la ministre, entraînera l'exode de certains types de poissons dont le milieu naturel n'est plus adéquat, car négativement impacté par le changement climatique. Selon la ministre, bien que la Mauritanie fasse partie des pays vulnérables au changement climatique, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre demeure insignifiant par rapport aux émissions mondiales. Toutefois, un rapport national montre qu'entre 2015 et 2018, les émissions totales par habitant ont augmenté de 12%. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, une avancée notable a été faite en matière de production d'énergie renouvelable, souligne la ministre. La production d'énergie solaire est ainsi passée de 17 à 2015 à 50 en 2021. Cependant, la ministre estime que la mise en œuvre n'a pas donné les résultats escomptés. Cela résulte du manque d'intégration de la dimension changement climatique dans les politiques sectorielles. La ministre a annoncé l'organisation d'un atelier national intersectoriel d'ici la fin du mois. Ce travail devra aboutir à une nouvelle version de la contribution de la Mauritanie qui sera présentée en novembre 2021 au sommet mondial sur le climat, COP26. Reprenant la parole, le porte-parole du gouvernement a répondu à plusieurs questions. C'est ainsi qu'il a souligné que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité durant le mois de Ramadan. Il a également indiqué qu'un contrôle des prix sera effectué. Pour ce qui est du fonds dédié à la promotion de l'élevage et des secteurs dérivés, le porte-parole a déclaré qu'il vise à exploiter au maximum nos ressources animalières. Aujourd'hui, précise-t-il, la contribution du secteur à l'économie nationale reste faible malgré les potentialités immenses. S'agissant des vaccins contre la COVID-19, le ministre a rappelé que la vaccination ne sera pas imposée. Il estime tout de même la nécessité d'y recourir afin de prévenir la maladie. Enfin, le ministre est revenu sur la tournée qu'il a effectuée dans quelques établissements d'enseignement supérieur privés. Il a souligné que ces établissements font partie intégrante du système national de l'enseignement supérieur. Il a rappelé que le laxisme n'est plus permis et que ces établissements sont soumis aux mêmes critères que l'université publique. Selon le ministre, un travail s'inscrit de régulation et d'évaluation est exercé pour que les études se déroulent dans les normes. Direction à présent Nouadhibou, où aujourd'hui une délégation d'investisseurs des Émirats arabes unis s'est rendue dans la ville dans le but d'identifier des opportunités d'investissement dans la zone franche de Nouadhibou et ses installations. La visite comprenait un certain nombre d'institutions gouvernementales de notre capitale économique. C'est un reportage d'Emine Khalil. La carte géographique de Nouadhibou et son potentiel économique et stratégique intéressent la délégation des investisseurs émiratis en visite dans notre pays.
Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou ainsi que les responsables de son établissement ont été à l'accueil de la délégation et l'ont mené dans une visite d'exploration des secteurs économiques dans la ville. Les participants à la réunion ont suivi des exposés sur la zone franche de Nouadhibou, ses objectifs et son effet sur les recettes fiscales, sur les dédouanements et sur les projets structurels en cours d'exécution. Au port artisanal de Nouadhibou, la délégation a suivi une présentation sur le lien historique liant la Mauritanie aux Émirats arabes unis, ainsi que les résultats escomptés de l'actuelle visite. Le directeur général du port artisanal de Nouadhibou, M. Mohamed Waloul Youssef, a présenté la mission qu'assure le port dans le domaine de la promotion et du développement de la pêche artisanale et côtière. Il a ensuite conduit la délégation dans les différents pavillons du marché aux poissons qui approvisionne la ville de Nouadhibou de près de 20 000 tonnes de poissons chaque année. Autre étape de la visite, le port autonome de Nouadhibou, pilier économique de la ville et du pays. Là également, M. Hamdi Toulishain a été à l'accueil de la délégation émirati. Des exposés sur l'histoire et les activités du port ont été présentés. Les visiteurs ont également été conduits pour visiter l'extension du port et ses différents quais. Et puis le projet des eaux profondes de Kansado a été l'étape suivante de la visite. Là aussi, des explications ont été présentées sur les composantes du projet et sur la superficie qui lui est réservée, en plus de son potentiel en mouvement commercial, étant donné qu'il est situé sur un carrefour de la marine marchande. Le directeur général du développement de la zone franche, M. Ahmed Waloul Maham Sidi, a affirmé que parmi les pôles d'investissement principaux qui ont été soulevés lors de la visite figurent le secteur maritime, les eaux profondes, l'aéroport international, en plus du pôle touristique. L'objectif, sur le moyen et long terme, étant d'établir un partenariat entre le secteur privé et public. Enfin, la délégation des investisseurs a tenu une réunion à la Société nationale industrielle et minière. M. Mohamed El-Mokhtar Ould Talib a fait une présentation sur les mutations que connaît la société et ses perspectives dans le futur. La délégation a enfin été accompagnée pour visiter les structures de chargement et déchargement des bateaux du port minier. Le port minier où le volume de production de l'année passée a atteint les 12 millions de tonnes de minerai de fer exportés au marché de l'extérieur. Merci Amina Khli. Retour à Nouakchott où le Centre national des ressources en eau a organisé aujourd'hui un atelier de formation pour étudier et discuter d'un projet visant à améliorer la gestion intégrée des ressources en eau. Ce projet, mis en œuvre par l'Observatoire du Sahara et du Sahel, est impliqué dans 4 pays bénéficiaires de la région, dont le nôtre. Abdullah Damaba. Le Centre national des ressources en eau a abrité cet atelier se rapportant à l'analyse des données conjointes de la réserve d'eau de la zone de Thar, ce qui rentre dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources hydriques dans le bassin du Niger. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mahdi Ould Taleb, a affirmé que ce projet exécuté par l'Observatoire du Sahara et du Sahel permettra d'identifier le niveau de connaissance du système hydrologique du bassin du Niger et évaluer les facteurs négatifs qui menacent l'équilibre des ressources hydriques communes. Il a par ailleurs déclaré qu'il rentre dans le cadre de la stratégie nationale du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement visant la gestion intégrée de la nappe phréatique et des eaux de surface. Le représentant du secrétaire général de l'Observatoire du Sahara et du Sahel a pris part à ces rencontres par le biais de la vidéoconférence. Il a évoqué l'objectif de cette étude concernant la gestion des ressources hydrauliques. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. Les travaux d'un atelier sur les tâches de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille MASEF en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont été lancés dans la capitale aujourd'hui. Melika Nekli. Cet atelier d'information et de sensibilisation sur les missions, la composition et le fonctionnement de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles a réuni un parterre de représentants du gouvernement et d'organismes publics. D'autres ateliers suivront à l'intention des membres de la société civile à l'échelle nationale, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, a indiqué que la femme occupe une place importante dans le programme du président de la République qui se matérialise notamment par le volet autonomisation des femmes inscrit dans le programme élargi.
Un travail important a été, dit-il, effectué en dépit de l'impact du Covid-19. Le secrétaire général estime qu'en dépit des instruments adoptés par la Mauritanie, la volonté politique et la mise en œuvre de stratégies de promotion féminine, on constate que la femme mauritanienne est très peu représentée dans tous les segments de la vie. C'est pour remédier à cet état de fait que le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en partenariat avec l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, a œuvré à la création de l'ODFF. De son côté, la coordinatrice de l'unité genre, Mme Mariata Khan, a souligné que l'institution de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et de l'examen périodique universel. Pour la coordinatrice, la principale ambition de l'ODDF est de permettre un exercice équitable de la citoyenneté par les femmes et les hommes pour un développement juste et durable. Madame Khan a précisé que la mise en place de ce mécanisme se justifie par la nécessité de renforcer le dialogue sur les rapports sociaux de genre et d'assurer une veille politique et scientifique autour des inégalités entre les hommes et les femmes en Mauritanie. Le degré de création stipule que l'Observatoire national des droits des femmes et des filles sera composé de 22 membres et sera présidé par une femme. Le commissariat à la sécurité alimentaire a organisé ce matin un atelier pour approuver le manuel des stocks de sécurité alimentaire adopté par la Commission dans le cadre de son partenariat avec le projet d'amélioration du stockage de la sécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans cet atelier, les participants ont discuté du mécanisme d'accès à la gestion rationnelle des stocks alimentaires dans ces pays. Organisé par le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre de son partenariat avec le projet de renforcement de la sécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'occasion pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Raïd, de souligner que l'élaboration de ce manuel s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de stockage et de gestion des stocks alimentaires destinés à aider les groupes vulnérables et à améliorer les conditions de vie des citoyens. De son côté, le représentant de la CEDEAO, M. Specianoso, a indiqué: c'est un grand honneur pour moi de revenir en terre mauritanienne une deuxième fois pour vraiment animer la dynamique qu'on a mise en place depuis bientôt 3 ans maintenant. Une dynamique qui consiste à construire pour la sous-région ouest africaine, c'est-à-dire les 17 pays du sud de la CEDEAO, une stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire. La majorité est d'autant plus grande que, contrairement à d'autres pays où les avancées ont été très timides, la Mauritanie a quand même fait preuve de beaucoup de dynamisme pour que ce qui revient, qu'on appelle au CSA, comme partition à jouer dans le processus, le CSA est en train de bien le jouer. Et la preuve, c'est la tenue de cet atelier de validation du manuel de procédure qui nous réunit. Cet atelier vise à parvenir à une gestion de qualité des stocks alimentaires en Mauritanie et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. À présent, la situation épidémiologique dans notre pays au cours des dernières 24 heures. Dans son point de presse quotidien, le ministère de la Santé a déclaré 21 nouveaux cas positifs à la Covid-19, 31 guérisons et 0 décès. La Direction générale de la santé publique est revenue au cours de cette conférence de presse sur la situation de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Écoutons. Je vous présente la situation épidémiologique de la COVID-19 dans notre pays au cours de la semaine du 1er au 7 avril en cours. Alors, cette situation se caractérise par la notification de 127 nouveaux cas au cours de la semaine dernière, dont 11 cas contacts, 115 cas communautaires et un cas importé. Alors que le nombre de guérisons enregistrées au cours de la semaine était de 116 et, alhamdoulilah, on n'a pas enregistré de décès au cours de cette semaine. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les régions.
10 au Hod Sharqi, 9 à Nasaba, 1 cas au Gorgol, 8 à Trarza, 7 à Nadrar, 4 au Guédimaga, 26 à Dakhlet Nouadhibou, 1 cas à Tir-Zemmour, 1 cas à Trarza plutôt, 10 cas à Nouakchott Nord, 32 à Nouakchott Ouest et 19 à Nouakchott Sud. Les cas actifs à ce jour sont au nombre de 258 au cours de la semaine, 222 sans signe, 22 avec des signes légers et 14 étaient en situation grave. Ainsi, le cumul de cas depuis le début de l'épidémie a atteint 17 974 cas, dont 9 093 de contacts et 195 de cas importés. Cependant que les guérisons ont atteint 17 266 cas et on a perdu 450 shahids, yarhamuhumullah. Pour ce qui est des tests effectués au cours de cette semaine, ils sont au nombre de 8 184, dont 8 010 de diagnostics répartis entre 4 990 tests rapides et 3 020 tests de PCR. Leur répartition par région est la suivante: 3 588 à Nouakchott Ouest, 1057 au Hod Sharqi, à Nouadhibou 584, à Nasaba 524, à Ninchiri 467, au Trarza 427, au Brakna 395, 328 au Hod Al-Gharbi, 278 au Guédimaga, 142 à Nouakchott Nord, 140 à Nadrar, 107 au Gorgol, 86 à Nouakchott Sud, 35 tests au Tagan et 31 tests à Tir-Zemmour. Ainsi, le total de tests a atteint 256 213, dont 227 830 de diagnostics répartis entre 161 885 tests rapides et 65 945 tests de PCR. Le siège de l'Assemblée nationale a accueilli une cérémonie de remise de 10 000 masques au profit des députés et des travailleurs de l'institution présentée par l'association Al-Nassim pour le travail culturel et social. Le responsable financier de l'Assemblée nationale a affirmé que le Parlement tient à respecter les mesures préventives nécessaires pour limiter la propagation de la pandémie de la COVID-19 et assurer la sécurité des parlementaires et des travailleurs, ainsi qu'à contribuer à l'effort national visant à freiner la pandémie. Quant au président de l'association Al-Nassim pour le travail culturel et social, il a confirmé que cette quantité de masques représente le second soutien que l'Assemblée apporte à cette institution législative, soulignant que la seule arme efficace pour faire face à cette pandémie est de respecter les règles sanitaires requises. Dans la wilaya de Linchiri, les autorités administratives ont réceptionné aujourd'hui les locaux de l'extension de l'hôpital régional de la ville. Un bâtiment à l'extension duquel la MCP a contribué à la réalisation. Cette nouvelle structure va contribuer sans nul doute à la diminution de la pression à l'hôpital de la ville d'Agjucht. À l'est du pays et plus précisément à Nema, la capitale de la wilaya du Hod Sharqi, où le conseil régional de la wilaya a tenu sa deuxième session ordinaire sous la présidence du président du conseil régional et en présence du wali de la wilaya du Hod Sharqi. Une session au cours de laquelle a été débattu plusieurs points dont le plus important est le budget d'investissement et les moyens de promouvoir le développement durable de la wilaya. Cap à présent sur la wilaya du Gorgol où le wali a tenu une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires, les élus, les chefs de département, les représentants des fédérations de commerçants et des boulangeries. La réunion était consacrée à la discussion de la situation du marché avant le mois béni du Ramadan en termes d'approvisionnement en denrées alimentaires et de fixation des prix proportionnellement au pouvoir d'achat des citoyens.
Dans de la vallée, au nord du pays, plus exactement à Zouérat, la capitale du Tirizimour, où une campagne de sensibilisation a été lancée ce matin au profit des jeunes, des sans-emploi et des professionnels sur le volet emploi du programme du président de la République, Awlawiyati, autrement dit mes priorités, qui ciblent des dizaines de jeunes du Tirizimour. Le lancement de cette campagne a été supervisé par un personnel technique du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en vue de la réception des dossiers des personnes souhaitant bénéficier de ce programme. Une mission du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a présenté hier soir dans la ville de Rosso lors d'une réunion consultative avec les associations et les clubs de jeunesse la stratégie adoptée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports dans sa seconde phase. Mes priorités du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui vise la création de 52 000 emplois en 30 mois. Le wali de la wilaya de l'Adrar, Haddad Impali Yatera, a supervisé mercredi à Attar le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la seconde étape du programme Awlawiyati de la composante de l'emploi en compagnie d'une mission du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports conduite par Mbou Oul Imigine, chargé de mission au ministère. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali a loué les efforts pour l'emploi des jeunes et leur intégration dans la vie active, appelant à davantage de projets et à l'élargissement de leur cercle à un plus grand nombre de jeunes de la wilaya, étant donné le haut degré de vulnérabilité de la zone. De son côté, le chef de la mission a indiqué que son département adopte un plan pratique qui s'articule sur 4 projets essentiels, dont le projet Mihnati, les 2 projets Mustaqbeli, ajoutant que l'Adrar bénéficiera au cours des prochains jours de 74 projets dans le cadre du projet Mihnati. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs de pays amis et frères. Le Premier ministre effectue une visite d'inspection et de prise de contact dans certains ministères. Notre pays admis au conseil d'administration d'Arabsat. Ce journal est à présent terminé. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes avec les programmes de votre chaîne nationale El Mauritania.